Salut tout le monde, c'est Aloïme, l'épisode 6 de Shaman King vient de sortir, donc c'est parti pour une review. Je pense que le message est clair, vous êtes prévenus. Comme prévu, on reprend sur l'assassinat de Chrome. Sylva arrive sur les lieux avec les autres organisateurs et il apprend que c'est Ren qui a tué son ami. Il ne comprend pas pourquoi Ren n'est pas immédiatement disqualifié, mais on lui répond que le rôle des patchs c'est d'être des observateurs, c'est un rôle neutre, et ils doivent se plier aux exigences du Great Spirit. Et ça c'est vraiment un élément ultra important pour la suite, et notamment pour la fin de l'histoire, donc gardez-le dans un coin de votre tête. Retour sur notre héros qui rentre chez lui pour annoncer la bonne nouvelle, et qui n'est pas tout de suite pris au sérieux par Anna. Avec Manta, ils révisent ensemble les règles de cette première manche du Shaman Fight. Il faut gagner 2 combats sur 3, avoir son Oversoul actif pendant toute la durée du combat, et si l'Oversoul du Shaman est désactivé, parce qu'il est blessé, parce qu'il a plus de Fuyoku, voire parce qu'il est mort, il a perdu. En même temps, s'il est mort... Puis ils se rendent sur les lieux du premier affrontement, l'adversaire de Yo est un certain Orohoro. Anna offre à ce moment la tenue de combat que Yo va garder un certain moment. C'est à ce moment qu'Oro fait son arrivée, il se moque de la tenue faite main de Yo et se mange un méga punch par Anna. Oro présente Kororo son esprit et introduit au passage ce que sont les Koropokul, c'est-à-dire des petits esprits de la nature que les Ainu respectent énormément. La cloche oracle sonne le début du combat, je vais pas rentrer dans le détail parce que autant ce combat il est super à regarder, mais moins à raconter. La seule chose vraiment importante dans ce fight, c'est le dévoilement du rêve d'Orohoro. En effet, il veut créer un grand champ de Fuki pour sauver ses amis les Koropokul de l'extinction. Ce qui met Yo face au fait que son rêve à lui n'est pas aussi noble, disons-le clairement, pas noble du tout, et il remet en compte sa légitimité à participer au tournoi. Il finit par dire que quand il sera Shaman King, il réalisera le rêve d'Oro. Voilà. Solution de facilité. Oro lance alors son attaque finale, une énorme avalanche que Yo s'apprête à parer. Et après ça, alors qu'Ororo se retrouve à sec niveau Fuyoku et qu'il pense avoir gagné, Yo surgit de dessous la neige et s'apprête à le trancher en 2. Mais bon, comme c'est un mec bien et qu'il a compris que c'était fini, il a visé à côté. Quel homme ce Yo. À l'issue du combat, on retrouve Oro chez Yo qui célèbre la victoire de ce dernier. C'est le début de leur amitié, mais c'est aussi le début de la rivalité entre Ryu et Horo. Et la petite fête se termine avec l'arrivée de Pilika, la petite sœur d'Oro, qui vient le chercher, ou le kidnapper, ça dépend du point de vue. Alors que Yo se retrouve seul avec Manta, il lui fait part de ses craintes concernant la bancalité de ses motivations pour le Shaman Fight. Effectivement, il était temps de se poser des questions. Manta lui répond que c'est sans doute mieux ainsi car un roi n'exauce pas ses propres souhaits mais il crée un monde dans lequel ses sujets peuvent exaucer les leurs. Et ça rejoint ce que disait un peu Anna dans l'épisode précédent. On termine l'épisode non pas sur un plan de Ren mais sur un plan de Sylva et Kalim qui parlent du prochain adversaire de Yo. Ils disent que Yo ferait mieux d'abandonner sans quoi il risque vraiment d'y passer. Ça pose les bases. On entre enfin dans le vif du sujet avec l'arc de la première manche du Shaman Fight. Et pour commencer, je vais souligner quelque chose qui m'a beaucoup perturbée dans cet épisode, encore plus que dans l'épisode précédent. C'est le fait que Goldva ait une voix de femme. Goldva, qui est quand même censé être un homme, a une voix de vieille grand-mère. Et ça me perturbe beaucoup. Ensuite, on voit toujours pas Lip et Rap qui pareil sont censés être avec Goldva. Alors, elles sont toujours pas importantes à ce moment-là, mais ça me rassure pas quoi. Toujours dans la catégorie des choses qui ne sont pas présentes dans cet épisode, tout simplement la scène d'introduction d'Ororo. En fait, normalement dans le manga, au moment où la cloche oracle de Yo bip, on a donc le nom d'Ororo qui apparaît, et ensuite on a un plan qui présente en fait son premier adversaire. Là on l'a pas. Et ce plan n'est pas du tout présent dans cet épisode, alors que pourtant il était présent dans le premier animé également. Sauf que dans le premier animé c'était vraiment différent puisque on avait déjà rencontré Oro et ce plan servait surtout à dire que Yo allait se battre contre son pote. Là il se trouve qu'on rencontre Oro que maintenant et on n'a même pas son premier plan d'exposition et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, sinon, Kororo, archi mignonne, le passage où elle tombe amoureuse de Manta, à la fois hyper craquant
et en même temps hyper drôle parce que clairement le respect pour Manta est mort. J'en ai pas trop parlé dans l'épisode précédent, mais puisqu'on va être amené à l'entendre de plus en plus souvent, je pense qu'il faut que je fasse un petit point dessus. Je parle entre autres de l'expression de yo nantoka naru. Cette expression, elle est souvent traduite par tout va bien se passer, mais je suis pas hyper d'accord avec la traduction. Pour moi, nantoka naru, c'est la phrase qui illustre l'attitude de Yo par rapport à son environnement. Yo, il a conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, qu'il y a des choses qu'il ne contrôle pas, et il s'inquiétera que s'il y a vraiment besoin de s'inquiéter. Et pour moi, ce nantoka naru, c'est plus un advienne que pourra que vraiment un tout va bien se passer. Parce qu'au final, Yo ne sait pas si ça va bien se passer. Juste, il décidera de s'inquiéter que s'il y a vraiment matière à s'inquiéter. En attendant, advienne que pourra. Puisqu'on parle de Yo, faut avouer quand même que dans cet épisode, il est vachement classe, il galère pas. Même si le combat est vraiment sympa, Koro est très fort, il est pas autant en galère qu'il a pu l'être un épisode plus tôt contre Sylva. Donc ça, c'était ultra appréciable, et franchement, Yo, super classe. Je remarque aussi que les combats du début du manga sont vraiment différents de ceux de la fin. Ça veut dire que là, les combats, ils sont vraiment très sérieux, mais en même temps ponctués de beaucoup de phases d'humour, alors qu'à la fin, on est vraiment sur des combats hyper sérieux, avec forcément des très grosses ambitions, voilà, il se passe beaucoup de choses. Et là, même s'il se passe quand même pas mal de choses, on sent quand même qu'il y a beaucoup plus d'humour, c'est beaucoup plus cool, et ça fait vraiment penser vraiment à ces combats des shonen des débuts d'année 2000, quoi. On est vraiment en plein dedans. Je me suis refait tous les épisodes qui sont sortis jusque-là, donc les 6 premiers épisodes, et c'est vrai que autant je trouve que là, depuis 2-3 épisodes, le rythme qu'ils ont trouvé est très bien, autant quand même sur l'ensemble de tout ce qui est sorti, je trouve que ça enchaîne de ouf, et notamment au niveau des rencontres des personnages. C'est-à-dire que les personnages qu'on rencontre en ce moment sont des personnages qui sont vraiment importants et qu'on va revoir régulièrement. Et je trouve que là, ça enchaîne vraiment très très vite et qu'on a presque pas le temps de retenir tout le monde. Alors moi je les connais déjà, et tous ceux qui ont déjà vu l'ancien animé ou qui ont déjà lu le manga, pour eux c'est déjà forcément c'est acquis tellement on les a vus dans l'œuvre, et je me dis quand même que pour les nouveaux fans, ça fait quand même beaucoup à assimiler. Alors heureusement on va les revoir par la suite et il y aura le temps de tout avaler, mais ouais quand même. Et pour le coup, je trouve que l'anime de 2001 avait mieux su gérer cette partie-là, puisqu'ils avaient introduit des épisodes et des scènes filer qui venaient justement temporiser toutes ces rencontres. Et entre autres, je pense au fait que, bon, on rencontre très vite, pareil, Ryu, Manta, Ren et Jun, mais à partir de là, on a quand même des scènes, déjà avant le combat devant le cinéma, il y a un épisode filer, et puis après il y a l'épisode avec la cousine, où clairement sa cousine, on s'en fout, tu vois, c'est clairement random méchant pour ponctuer, et et du coup on revoit Hélène et June à ce moment-là, donc du coup ça permet d'asseoir un petit peu déjà ces deux-là. Et puis ensuite, on a Oro et Ryu, et avec la partie Tokajiro qui arrive vraiment à ce moment-là. Oro qu'on rencontre d'ailleurs avant avant son combat, dans le premier anime, on le rencontre même 2-3 épisodes plus tôt. Donc ça laisse le temps aux gens d'apprendre à faire connaissance avec les personnages, alors que là, pour le coup, c'est vraiment... Et en plus, c'est pas fini, puisque dans le prochain épisode, on va rencontrer Faust. Alors ce sera la dernière rencontre avant quelques temps, on va dire ça comme ça. Mais bon, le prochain épisode, donc c'est le combat avec Faust. Il m'avait vraiment traumatisé cet épisode, et du coup je sais pas si j'ai hâte ou pas de le voir. Et pourtant j'ai lu le roman sans problème, mais je sais pas, Faust il me met mal à l'aise. Donc on verra. Et voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais une petite question pour vous, dites-moi dans les commentaires quel est le personnage qui jusque-là vous a fait la plus belle impression. Comme il y en a eu pas mal maintenant, c'est une question que je peux commencer à vous poser. Mettez son nom dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine review. Tchuss! Le tacos avant de filmer, c'était pas ouf, hein.